Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à New York. C'est ici que commence notre enquête sur les traces de l'un des plus jeunes milliardaires de la planète, Mark Zuckerberg. Sa célébrité et sa fortune, ce jeune informaticien les doit à une idée, Facebook. Facebook, ce réseau social qui a totalement bouleversé notre manière de communiquer sur Internet. Mark Zuckerberg l'a imaginé un soir dans son dortoir de Harvard. C'était il y a 7 ans. Et depuis, ce sont quelques 550 millions d'internautes qui échangent leurs photos et discutent chaque jour sur Facebook. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez Facebook. Il faut que vous briefiez vos cadreurs. S'ils voient Mark, ils arrêtent immédiatement de filmer. Il est extrêmement timide et il serait très en colère. J'ai entendu dire qu'il était froid, sans émotion. Quand on parlait avec lui, on ne savait pas s'il était vraiment présent ou réellement humain. Vous savez, quand j'avais 18 ou 19 ans, j'ai fait tout un tas de bêtises. Et je ne veux pas me trouver d'excuses. Dans la vie, on peut toujours dépasser ceux qui nous ont maltraités dans notre jeunesse. C'est le cas de Mark. Et je pense qu'il rigole aujourd'hui. Il avait cette vision de créer ce réseau social qui dépasserait tous les autres, si puissant qu'il deviendrait le premier réseau social au monde. Mark vous a volé Facebook? Absolument. Il a pris notre site Harvard Connection et l'a juste renommé The Facebook. Qui est vraiment Mark Zuckerberg? D'où vient-il? Quel enfant était-il? Et comment a-t-il construit un tel empire? Pour connaître son vrai visage, nous avons parcouru les États-Unis d'est en ouest, dans les pas du jeune businessman. Et tout commence à quelques kilomètres d'ici, dans la banlieue de New York, direction Dobbs Ferry. L'histoire de Mark Zuckerberg commence à 1 heure de New York et de son effervescence sur les rives de la rivière Hudson. C'est là, à Dobbs Ferry, une banlieue chic et paisible de 10 000 habitants, que Mark Zuckerberg passe son enfance. Entouré de ses parents et de ses 3 sœurs, Mark grandit tranquillement dans cette maison typiquement américaine. Au rez-de-chaussée, son père dentiste a installé son cabinet. Un cabinet où il exerce toujours, comme si rien ne s'était passé ces 7 dernières années, comme si la foudroyante réussite de son fils Mark n'avait en rien modifié la vie de sa famille. Monsieur Zuckerberg, surnommé le dentiste qui ne fait pas mal par ses patients, n'a jamais répondu à notre demande d'interview. Nous lui rendons donc une petite visite à l'improviste. Et surprise, pas de secrétaire. Edward Zuckerberg, lui-même, le père de Mark, nous accueille. Comme son fils, il soigne une apparence des plus simples. Le costume n'est pas de rigueur. Mais très vite, nous sommes attirés par ce petit panneau Facebook qui nous invite à devenir fans de l'établissement. Si rien ne semble avoir changé en 7 ans dans ce cabinet aux allures modestes, ce n'est qu'une impression. Et c'est ce qui explique le silence de Monsieur Zuckerberg. Si vous n'avez pas eu de nouvelles, ça veut dire que ça ne les intéresse pas d'aller plus loin avec vous. C'est eux qui décident? Oui. Eux, ce sont les responsables de la communication de Facebook. Sans leur accord, le propre père du créateur du site n'a pas le droit de répondre à la presse librement. Merci, bonne journée. Have a good day. Tout au long de notre enquête, nous allons découvrir que les journalistes autorisés à approcher le jeune prodige et ses proches sont rares. Rares car soigneusement sélectionnés par Facebook. Cet homme appartient aux heureux élus, David Kirkpatrick, un journaliste que Mark Zuckerberg a choisi lui-même pour rédiger sa biographie officielle, The Facebook Effect, soit 300 pages à la gloire du PDG de 26 ans. Mark était le deuxième des 4 enfants, l'unique fils. De ce fait, il était particulièrement chouchouté et son surnom était le prince. Il était très proche de ses parents. Des parents présents qui encouragent leur petit prince à pratiquer l'escrime, son sport favori. Mais en fait, le jeune garçon va très vite se découvrir une autre passion, l'informatique.
À l'âge de 12 ans, il a lu l'informatique pour les nuls. Après, il a réussi à mettre en réseau tous les ordinateurs de la famille. Il a même créé une version en ligne du jeu de société Risk, juste pour le fun. Il était très doué pour la technologie dès son plus jeune âge. Sa passion pour l'informatique le dévore totalement. Il devient ce que l'on appelle un geek, un spécialiste de son domaine de prédilection. Des successions de chiffres, des pages entières de code, de quoi dérouter les autres ados. Comme Johan Lang, qui a passé 4 ans dans le même collège que Mark. Ah, le trombinoscope de l'année 2000. Au fond de ces cartons, Johan vient de retrouver un objet précieux. Alors voyons ce qu'on peut trouver. Sur cet album photo, voici Mark, souriant. Est-ce un sourire de façade? Car Mark sent bien qu'il n'est pas tout à fait comme ses camarades. Déjà, à 12 ans, le petit surdoué s'ennuie à l'école. Mark ne pense qu'à ses ordinateurs, qu'à ses programmes. Une passion qu'il exclut sans le vouloir. Pour ne rien arranger, il décide de suivre des cours d'informatique au lycée. Il choisit une spécialité avec 3 ans d'avance sur les autres élèves. Mark est terriblement seul. Je me souviens de Mark dans les couloirs avec un énorme sac à dos. En plus des livres du collège, il devait aussi transporter ceux du lycée. On se moquait de lui car il prenait le bus tous les jours pour aller suivre les cours avancés d'informatique au lycée. Comme il ne nous ressemblait pas, il n'existait même pas pour nous. Mais Mark n'attache aucune importance au regard des autres et assume parfaitement sa soif de connaissance. Il cumule concours de culture générale et club de débat sur l'histoire et la politique, une curiosité sans fin. Et très vite, malgré ses 3 ans d'avance, ses cours au lycée ne lui suffisent plus. Mark est le surdoué incarné et c'est son père qui va trouver la solution. Mark a décidé d'étudier l'informatique plus sérieusement. Son père a alors engagé un professeur particulier qui lui a donné des cours pendant 1 an. Mais ce n'était pas suffisant pour Mark. Il a donc suivi un cours plus pointu à la fac dans la ville de Dobbs Ferry, au Mercy College. Il était le plus jeune élève de la classe car c'était un cours pour adultes. Et plus le temps passe, moins Mark a de points communs avec les autres élèves trop occupés à sortir ou faire du sport. Voilà, c'est moi encore. Pour exister dans les écoles américaines, il faut être populaire. Basketteur et footballeur, Johan détenait les clés du succès. La hiérarchie sociale de notre lycée était la même que dans toutes les écoles de banlieue. Il y avait les athlètes d'abord, les pom-pom girls et les jolies filles. Venaient ensuite les élèves considérés comme cool et branchés. Puis les autres, ceux qui ont probablement réussi dans leur vie aujourd'hui, mais qui ne représentaient rien à l'époque. Les intellos, les geeks, tous ceux qui n'étaient pas populaires. Le lycée américain est un lieu qui peut détruire toute personne qui n'y trouve pas sa place suffisamment tôt. Désormais trentenaire et professeur d'anglais, Johan porte un autre regard sur leur passé. Mark Zuckerberg a-t-il souffert du comportement de ses camarades au lycée? Aujourd'hui, tandis que nous retournons dans le lycée de leur enfance, Johan nous fait un aveu inattendu. À votre avis, pourquoi Mark a-t-il choisi de changer de lycée? J'espère que ce n'était pas à cause du bizutage. Je sais que beaucoup de premières années ont été bizutées par des élèves de terminale, et je suis quasiment certain qu'il en faisait partie. Comment les aînés se moquaient-ils des plus jeunes? Il y avait une tradition qui, je l'espère, n'existe plus, qui s'appelait le vendredi des premières années. Tous les vendredis, les élèves de terminale torturaient les plus jeunes autant qu'ils pouvaient. Ils leur jetaient de la crème chantilly dessus, ils les poussaient, ils allaient même jusqu'à les enfermer dans leur casier. Des trucs de lycée, quoi. Et qu'est-ce qu'un pink belly? Faire un pink belly, c'est soulever le t-shirt de quelqu'un pour le frapper sur le ventre jusqu'à ce qu'il devienne rouge. C'est plutôt humiliant, non? Oui. Pensez-vous que ce genre de traitement aurait pu motiver Mark à réussir dans la vie, pour prendre sa revanche? Tout à fait. Quand vous pouvez devenir meilleur que celui qui vous a maltraité pendant votre jeunesse, ça doit vous motiver. Et je pense que c'est Mark qui rigole maintenant. Si j'étais lui, ce serait le cas. C'est une victoire pour lui. C'est bien plus qu'une victoire. Je pense qu'il savait ce qu'il faisait dès le début. Il avait la bonne idée, lui. Pendant que nous pensions qu'à faire la fête et à nous amuser, Mark, lui, commençait son grand projet. Je pense que ce lycée ne lui manque pas beaucoup.
Comme beaucoup d'autres élèves, Mark Zuckerberg aurait été victime de bizutage à répétition. Des bizutages qui l'ont vraisemblablement poussé à changer d'école et à partir loin, très loin, de ses mauvais souvenirs. Pour poursuivre ses études, Mark a choisi la lointaine et prestigieuse Phillips Exeter Academy. C'est l'un des meilleurs lycées des États-Unis, mais il se trouve près de Boston, soit à plus de 4 heures de chez lui. À seulement 16 ans, Mark Zuckerberg décide donc de quitter sa famille pour accéder à l'excellence. Et c'est dans cette école, entouré de l'élite, qu'1 an plus tard, il va avoir sa première idée de génie. Quand Mark était en terminale, il a créé avec l'un de ses amis un programme qui s'appelait Synapse. C'était un logiciel qui vous proposait des morceaux de musique en fonction de vos goûts musicaux. Et les gens ont adoré. Pour Mark, qui n'a que 17 ans, tout cela n'est qu'un jeu. Comme en témoigne son blog où il se décrit avec des involtures comme développeur, chef de projet, fan de filles asiatiques ou encore dieu de la programmation et geek. Mark est très loin d'imaginer que son logiciel est en train de connaître un véritable succès. En quelques jours, des milliers d'internautes utilisent son programme. Sur la toile, tout le monde veut savoir qui se cache derrière cette idée géniale, y compris les leaders mondiaux d'Internet. Plusieurs compagnies comme Microsoft et AOL ont proposé jusqu'à $1 million pour acheter son programme. Mark était extrêmement doué en informatique, mais aussi très bon pour sentir les prochaines tendances. Synapse était très innovant. Et s'il a refusé de le vendre, cela prouve qu'il n'était pas motivé par l'argent. Mark Zuckerberg aurait donc pu devenir millionnaire à 17 ans. Seulement voilà, il a préféré continuer à apprendre les mathématiques, l'informatique, se perfectionner, comme s'il savait qu'un jour, il allait frapper plus fort. Et pour atteindre cet objectif, Mark n'a qu'une seule idée en tête, entrer à Harvard, la plus grande université américaine. Et il aura été très bien inspiré, car c'est là que son destin va basculer. 2500 professeurs, 23 000 élèves plus brillants les uns que les autres. Bienvenue à Harvard. Harvard, la plus ancienne université des États-Unis. Ici, 8 présidents américains ont étudié, 45 prix Nobel ont été formés. Pas étonnant que l'informaticien Mark Zuckerberg n'ait eu qu'un seul rêve, étudier ici, comme l'un de ses aînés, un certain Bill Gates. Et cela lui a peut-être porté chance, car c'est ici qu'à 19 ans, Mark Zuckerberg a créé, sans le savoir, le plus vaste réseau social au monde. Sur les 30 000 élèves qui envoient leur candidature à Harvard chaque année, 2000 seulement finissent par y entrer. Comme tous les autres étudiants, Mark Zuckerberg avait sa chambre dans l'une de ses maisons de briques. La sienne se situait dans le dortoir Kirkland. Une chambre de 8 mètres carrés comme celle de cet étudiant qui nous a ouvert sa porte. Rob étudie lui aussi l'informatique et rêve de réussir, comme Mark Zuckerberg. Il a habité ici à Kirkland et j'aimerais avoir le même parcours, mais ça va être difficile. Je pense que beaucoup d'étudiants à Harvard regardent le cursus de Mark Zuckerberg et espèrent faire aussi bien que lui. Quelque chose d'énorme comme lui. 7 ans après son départ, le spectre de Mark hante encore les couloirs de Harvard. Je n'étais pas là à l'époque, mais d'après ce que j'ai compris, il n'avait pas une très bonne réputation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rob pèse ses mots, réfléchit un long moment avant de répondre. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai entendu dire certaines choses. Comme quoi? J'ai entendu dire qu'il était froid, sans émotion. Quand on parlait avec lui, on ne savait pas s'il était vraiment présent ou réellement humain. Bon, je ne devrais pas dire tout ça sur Mark Zuckerberg, ce n'est pas une bonne idée. Oh mon Dieu. Difficile de critiquer l'homme qui pèse aujourd'hui 14 milliards de dollars. Surtout que Facebook vient de contacter ce jeune informaticien pour le recruter. Rob a lui aussi créé une application prometteuse, mais s'il veut qu'elle connaisse un bel avenir, il devra désormais obéir à la loi du silence. Comment savoir qui était vraiment l'étudiant Zuckerberg à Harvard? Un homme a osé brosser le portrait du petit génie sans son accord, le seul. Il s'appelle Ben Mezrich. Dans sa biographie non autorisée du patron de Facebook, l'auteur décrit Mark Zuckerberg comme un élève anonyme parmi des milliers
cherchant sa place dans la vie sociale du campus. Mark était un peu à part à Harvard. C'était quelqu'un d'intéressant, mais paradoxalement très introverti. Il avait quelques amis, certains disent que son sens de l'humour était très sarcastique. Il était surtout entouré de geeks, d'autres génies de l'informatique. Il n'était pas très grand, il portait toujours des t-shirts et des claquettes de piscine. Pas vraiment une fashion victime. Il n'était pas du tout soucieux de son apparence physique. Une apparence qui n'aurait pas beaucoup aidé l'étudiant dans ses relations amoureuses. Les personnes que j'ai interviewées m'ont avoué que Mark n'était pas très doué avec les filles. À la fac, ce n'était pas vraiment un playboy. Il ne cumulait pas les conquêtes. Mais c'est à cette époque-là qu'il a rencontré sa petite amie actuelle. Donc il n'était pas un geek au sens strict du terme, celui qui ne connaît aucune fille, mais il était très loin d'être le roi sur le campus. Mark a peu d'amis, mais il va faire une rencontre déterminante. Eduardo Severin, un Brésilien très riche et visiblement très doué pour le business. Il n'a pas 20 ans, mais a déjà gagné des centaines de milliers de dollars en investissant en bourse. Alors, lorsque le boursicoteur de talent et le surdoué de l'informatique se rencontrent, c'est le coup de foudre intellectuel, ils deviennent inséparables. Mark et Eduardo avaient beaucoup de choses en commun. Ils étaient des geeks, un peu à part, qui draguaient des filles, souvent asiatiques. Ils étaient très complémentaires. Mark était un génie de l'informatique et Eduardo, très doué avec les chiffres, se considérait comme un homme d'affaires. Aux côtés de Mark à ce moment-là, Eduardo, mais aussi un certain Joe Green. Aujourd'hui installé à San Francisco, Joe est resté très proche de Mark Zuckerberg. Les deux amis se sont connus dans leur fraternité à Harvard. La fraternité, c'est un club privé réservé à ceux qui veulent développer leur futur réseau professionnel. L'un des seuls lieux dont Mark a accepté les règles, en laissant ses tongs et t-shirts au placard par exemple, ou en portant une cravate. J'ai rencontré Mark au printemps 2003. On est devenus amis, puis colocataires. Il avait 1 an de moins que moi, mais nous avons fait en sorte d'habiter ensemble. Qu'est-ce qui nous a liés? Des bêtises, des farces. Mark Zuckerberg, farceur. Voilà une facette encore méconnue du petit génie. Pourtant, c'est bien cet aspect de sa personnalité qui va le rendre célèbre, en tout cas à l'université, pour commencer. Tout est parti des trombinoscopes en ligne. Des sites où l'on trouve les photos d'identité des étudiants, des photos destinées à l'administration, souvent ratées. Ancienne de Harvard, Amelia Lester est aujourd'hui journaliste pour le prestigieux magazine The New Yorker. En 2003, elle participait au journal des étudiants. Le problème avec les trombinoscopes en ligne, c'est qu'ils n'étaient accessibles qu'aux gens de son propre dortoir. Par exemple, si vous viviez dans un dortoir X et que le garçon que vous trouviez mignon était dans le dortoir Y, vous ne pouviez pas consulter sa photo. Autre problème, les photos ne nous mettaient vraiment pas en valeur. Elles étaient prises sur le vif dès l'arrivée des étudiants sur le campus et on ne pouvait plus en changer ensuite pendant 3 ans. Un soir de novembre 2003, pendant que les élèves sont occupés à faire la fête ou leurs devoirs, Mark, lui, est dans sa chambre, absorbé par son écran d'ordinateur. Après quelques bières partagées avec Joe Green, l'esprit désinhibé, Mark a une idée qui va changer le cours de sa vie. Voilà ce qu'il écrit à cet instant sur son blog. 21h48. Bon, j'ai un peu bu, je ne vais pas vous mentir. On est mardi et il n'est même pas 22h. Et alors? J'ai ouvert le trombinoscope de Kirkland sur le PC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que certaines photos sont franchement ignobles. Et son idée, la voici. Rendre ces photos accessibles à tout le campus sur un même site. Et pour pimenter le tout, il veut lancer un concours de beauté un peu particulier. J'ai presque envie de mettre des photos d'animaux à côté et de demander aux gens de voter pour la plus jolie des deux. L'idée n'est pas du meilleur goût, mais le jeune informaticien est très satisfait et décide d'appeler son site FaceMash. Toujours là pour blaguer, Joe Green l'aide à mettre en page son site. Mais pour une fois, il tente de le freiner dans son élan. Ma contribution pour FaceMash a été plutôt mince. Je l'aidais à imaginer la mise en page, mais je l'ai surtout dissuadé de comparer les élèves avec des bêtes. Mark, lui, veut que son projet n'épargne personne. Il a donc besoin de récupérer les photos de tous les étudiants de Harvard
Et le seul moyen pour y parvenir, c'est de pirater le serveur du campus. Minuit 58, que le piratage commence. Premier sur la liste, Kirkland. C'est un jeu d'enfant. Et c'est l'hécatombe. Les systèmes informatiques de chaque dortoir tombent les uns après les autres. Marc les pirate minutieusement et avec délectation. Un travail titanesque qui va durer 8 heures. Le 2 novembre 2003, FaceMash est né. Amelia Lester en est alertée immédiatement dans sa chambre. Ma colocataire m'a envoyé un email. C'est comme ça que l'on communiquait à l'époque, même si on était dans la même pièce. Et là, elle me dit, il faut que tu regardes ce site. Soudainement, toutes les photos prises à notre arrivée étaient accessibles à tout le monde. Un véritable cauchemar pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'en général, sur ces photos, on était mal coiffés, pas maquillés, en sueur. Tout à coup, le campus s'est mis à stresser. Tout le monde avait peur pour sa réputation, qu'elle s'écroule du jour au lendemain. En quelques minutes, Harvard est en état d'alerte. Des milliers d'étudiants se retrouvent sans le vouloir acteurs d'un concours de beauté géant basé uniquement sur la moquerie. Qui de ces deux femmes est la plus sexy? Êtes-vous plutôt moustache ou coupe en brosse? Cheveux longs ou cheveux gras? Et le scandale se répand comme une traînée de poudre. En quelques heures, 450 étudiants découvrent FaceMash, 22 000 votes sont enregistrés. Marc est très fier de lui. Son idée a conquis le campus tout entier. Et plus qu'un succès, son piratage est un véritable raz-de-marée. Et ce qui n'était qu'une blague va prendre une toute autre tournure. Marc n'avait pas prévu un tel engouement pour son site. Résultat, sa surfréquentation fait sauter tous les serveurs d'Harvard. Immédiatement, la direction de l'université réagit. Marc le pirate est convoqué devant le conseil de discipline. Il risque l'expulsion. En une nuit, le bon élève se retrouve au banc des cancres et ne comprend pas pourquoi. Au départ, Marc ne voyait pas ce qu'il avait fait de mal. Il pensait qu'il leur avait rendu service en leur montrant les failles de leur système. Il me semble que ça en dit long sur la personnalité de Marc. Il ne pensait pas mériter de punition. Marc n'écope finalement que d'un avertissement. Un moindre mal qui décide, contre toute attente, de fêter dignement avec une bonne bouteille. Mon père m'a rendu visite ce soir-là, juste au moment où Marc fêtait sa punition au champagne. Et comme il n'était pas très content de ce qu'on avait fait avec FaceMash, il a préféré que je ne travaille plus avec Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Ne travaille plus jamais avec Mark Zuckerberg. Joe écoute son père, une obéissance qu'il regrettera amèrement. C'est devenu une blague entre Marc et moi. Quand il m'a demandé de lui donner un coup de main sur The Facebook, j'ai refusé à cause de ce que m'avait demandé mon père. Et maintenant, Marc appelle ça l'erreur à X millions de dollars, selon la valeur de Facebook. Mais cette nuit de novembre 2003, Facebook n'existe pas encore et c'est FaceMash qui va bel et bien transformer le statut de Marc sur le campus. Le geek sort enfin de l'ombre. FaceMash a fait de Marc une star sur le campus. Il est devenu l'idole de beaucoup d'étudiants. Après cette histoire, tout le monde voulait savoir ce qu'il allait faire. Parmi les plus curieux, des jumeaux étudiants en dernière année, Tyler et Cameron Winklevoss. Ils sont beaux, riches, athlètes de haut niveau et aimeraient bien connaître la gloire eux aussi, avec un site internet qu'ils ont imaginé, Harvard Connection. Le problème, c'est qu'ils n'y connaissent rien en programmation. Nous avons eu l'idée de Harvard Connection, Cameron, notre ami Divya et moi en décembre 2002. Nous voulions connecter les étudiants de Harvard entre eux, puis l'élargir à toutes les universités américaines. Un gigantesque réseau social en somme. Et comme Marc vient de prouver qu'en une nuit, il pouvait relier tout le campus avec FaceMash, les frères Winklevoss pensent avoir trouvé la perle. Pour eux, Marc va pouvoir achever le site Harvard Connection. Nous avons rencontré Marc dans la cantine du dortoir de Kirkland. Il a tout de suite compris le concept. Il était excité et intéressé par l'idée. Nous avons senti qu'il partageait notre enthousiasme et notre passion pour le projet. Marc accepte donc de devenir leur nouveau programmeur. Mais les jumeaux vont commettre une erreur de débutant. Contents d'avoir trouvé leur homme et par excès de confiance, ils ne font rien signer à Mark Zuckerberg.
Et il n'imagine pas un instant que de son côté, en secret, Mark travaille sur un autre site, son propre réseau social. À Harvard, Mark ne reste que 2 ans. C'est peu, mais suffisant pour y laisser son empreinte. Il y étudie 2 matières, la psychologie et bien sûr l'informatique, qui lui est enseignée par Harry Lewis, son professeur préféré. Un homme qui 30 ans plus tôt a vu passer dans sa classe un autre génie, Bill Gates, le patron de Microsoft. Vous avez eu Bill Gates et Mark Zuckerberg comme élèves. Est-ce qu'ils avaient quelque chose en commun? Ils ont tous les deux quitté Harvard après avoir étudié dans ma classe. Ils ne sont jamais revenus, sauf Bill Gates qui a reçu son diplôme honorifique il y a quelques années. Et pourquoi? Parce que vous leur avez tout appris? Ils avaient tous les deux beaucoup d'ambition et voulaient créer leur propre entreprise. Ils avaient une certaine confiance en eux, une certaine désinvolture, c'est vrai, mais une très grande intelligence aussi. Ils avaient en plus cette soif d'apprendre, d'aller plus loin et de toujours remettre en question ce que nous, professeurs, leur apprenions. Il paraît que Mark a créé un site sur vous. C'est une histoire très intéressante. L'objectif du site était que chaque élève pouvait taper son nom et savoir combien de connexions le séparaient de moi. Clairement, il expérimentait des concepts de réseaux sociaux pour comprendre comment créer le sien. J'imagine que beaucoup de vos étudiants travaillent sur des projets personnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très bonne chose. J'ai beaucoup appris depuis mon expérience avec Bill Gates en 1975, car lui aussi avait un petit projet personnel, le futur Microsoft. Et cela lui prenait beaucoup de temps. À l'époque, personne n'en voyait l'intérêt. Je pense donc qu'il ne faut pas juger les étudiants pour leurs activités extrascolaires, parce que personne ne peut savoir à l'avance ce qu'elles vont devenir. Et à la fin de l'interview, le professeur va nous faire une confidence. J'ai réussi à ne pas vous dire que Mark ne venait jamais en cours, ce qui est la vérité. Je sais que vous auriez adoré que je vous le dise devant la caméra. Si Mark sèche les cours du professeur Lewis, c'est parce qu'il est absorbé, obsédé par un nouveau projet qu'il développe jour et nuit. Malgré sa promesse, Mark ne travaille pas du tout sur le projet des jumeaux Winklevoss. Non. En janvier 2004, Mark Zuckerberg ne vit plus que pour son nouveau site, un réseau social qu'il compte appeler The Facebook. Sa vision était de créer le réseau social qui allait devenir le numéro 1, tellement fort qu'il serait le seul. Mark est très ambitieux, mais il n'a pas les moyens financiers de lancer son site. Alors, c'est tout naturellement qu'il se tourne vers le plus riche de ses amis, Eduardo Severin. Mark lui a dit, si tu me prêtes de l'argent pour le lancer, je te donnerai 30% de la boîte. Tu en seras le directeur financier. C'était ça le deal de départ. Eduardo a donc investi $1000 et ils ont créé The Facebook. Et fort de ces $1000, le 4 février 2004, depuis son dortoir d'étudiant, Mark Zuckerberg lance The Facebook. Une fois de plus, Amelia Lester est parmi les tout premiers utilisateurs. J'ai reçu un email de ma coloc qui disait « Tu dois aller sur The Facebook ». Mark Zuckerberg a encore frappé. Avec The Facebook, Mark frappait clairement plus fort qu'avec FaceMash. C'était un site plus sophistiqué, plus professionnel, plus réfléchi. En d'autres termes, c'était un projet beaucoup plus sérieux. Et tout de suite, ça a fait mouche. Tout juste 3 semaines après son lancement, The Facebook compte déjà 6000 utilisateurs sur le campus et Mark ne compte pas s'arrêter là. Très rapidement, il décide d'agrandir son réseau et de sortir des grilles de Harvard. De Columbia à New York jusqu'à Stanford en Californie en passant par l'Université de Pennsylvanie, The Facebook conquiert 9 nouvelles facultés en seulement 2 mois. Un phénomène tel que les grands médias américains commencent à se pencher sur le cas Facebook et son créateur. Nous avons retrouvé la toute première interview de Mark Zuckerberg. Il a tout juste 19 ans et se montre très à l'aise devant les caméras de la chaîne CNBC.
Qu'est-ce que c'est The Facebook exactement? C'est un annuaire en ligne qui permet de connecter entre eux les étudiants d'une faculté. Quand on a lancé le site, on espérait 400 ou 500 utilisateurs. Maintenant, nous avons atteint les 100 000 membres. Qui sait ce que nous allons devenir? Nous espérons ajouter beaucoup d'autres écoles à notre réseau d'ici l'automne, entre 100 et 200. Puis nous lancerons des applications pour fidéliser nos utilisateurs et j'espère faire quelque chose de cool. Rien ne semble arrêter le petit génie. Pourtant, Facebook est menacé. Les caisses de la jeune société sont vides. Or, pour s'implanter dans toutes les universités américaines, il faut de nouveaux serveurs. Des serveurs qui coûtent cher, et celui qui s'occupe de renflouer les comptes, c'est Eduardo Severin. Mais entre les deux amis, des tensions commencent à apparaître. Eduardo voulait gagner de l'argent, trouver des publicitaires, vendre des espaces. Mark, lui, ne voulait pas de tout cela. Il souhaitait un site qui plaise à ses utilisateurs, simple et sans trop de publicité. Mark ne veut pas dépendre des revenus publicitaires, mais il rêve malgré tout que son site détrône tous les autres. Alors, comme lorsqu'il avait choisi de quitter sa famille pour étudier dans un meilleur lycée, il décide cette fois d'abandonner Harvard et d'aller s'installer près des rois de l'Internet, de l'autre côté des États-Unis. Mark se sent pousser des ailes, il est prêt à passer à la vitesse supérieure. Nous quittons donc la côte Est pour la Californie. Mark a fait ce voyage en 2005, il n'est jamais revenu. Son but, rejoindre la Silicon Valley, là où tous les leaders des nouvelles technologies sont implantés. Ces premiers locaux, Mark ne va pas les choisir au hasard. Il s'installe à 10 km au sud de San Francisco, à Palo Alto, la ville où se croisent les meilleurs. Et c'est dans cette petite maison, entourée de 2 collaborateurs, que Mark vit ses premiers jours de patron. Grand absent de cette nouvelle vie, Eduardo Severin, une absence que Mark ne lui pardonnera pas. Mark Zuckerberg reproche à Eduardo de ne pas s'être suffisamment impliqué. Pour Mark, il aurait dû venir en Californie avec le reste de l'équipe. Eduardo, lui, pensait pouvoir gérer l'entreprise depuis New York. Mais surtout, il souhaitait terminer ses études. Est-ce que Eduardo a commis une erreur en ne partant pas en Californie? C'est certain. Eduardo ne le sait pas encore, mais sa décision de rester à New York va lui être fatale. De leur côté, Mark et son équipe s'installent. Ils font de leur maison de Palo Alto leur QG, peu de meubles, beaucoup d'ordinateurs et surtout pas de règles. Ils ont même installé une tyrolienne entre la cheminée et la piscine, signe que leur enfance n'est vraiment pas loin. C'était une bande d'étudiants qui vivaient seuls et faisaient la fête, mais qui travaillaient aussi beaucoup. Ils faisaient la fête la nuit, dormaient jusqu'à 13 h, puis programmaient de 14 h jusqu'à 2 h du matin. Ensuite, ils refaisaient encore la fête, dormaient, etc., etc. Ils prenaient leur travail très au sérieux, tout en s'amusant. Après tout, ils n'avaient que 19 ans. Et c'est donc dans cette ambiance plutôt détendue que Mark passe son temps rivé à son écran d'ordinateur. Il programme, mais pendant ce temps, les caisses de la jeune start-up se vident. Eduardo, le businessman de l'équipe, n'est toujours pas là. Tant pis pour lui. Mark a décidé de le remplacer. Et c'est là qu'un troisième homme entre en scène, un certain Sean Parker. Sean Parker n'a que 25 ans, mais a déjà créé 2 sites internet à succès, dont le célèbre Napster, site d'échange de fichiers musicaux. Sean Parker, cofondateur de Napster, était un investisseur reconnu. Quand il a entendu parler de The Facebook, il a tout de suite compris que c'était le site qui allait exploser. C'est Sean Parker, le vrai visionnaire de Facebook. En fait, c'est lui qui va aider Mark à voir encore plus loin. Sean, c'est un peu le bad boy de la Silicon Valley, tout le contraire de Mark. Charmeur, séducteur, il fréquente les soirées les plus sulfureuses, mais il est aussi connu pour son carnet d'adresses bien rempli. Pour Sean, trouver des investisseurs est un jeu d'enfant, tout ce dont Mark a justement besoin.
Parmi ses contacts, Sean sélectionne un certain Tim Draper, investisseur renommé de la Silicon Valley, en perpétuelle quête de bons coups. Sauf que cette fois-ci, l'audace va lui manquer. Au départ, nous avions proposé 20 millions de dollars. Lorsque Sean est revenu, nous en avons proposé le double. La fois suivante, nous sommes montés jusqu'à 80 millions de dollars. Et puis Sean a demandé 115 millions. Et là, j'ai dit, ben non, on ne peut pas aller aussi haut. Si vous aviez investi ces 115 millions de dollars, combien vaudraient vos actions aujourd'hui? Alors, si on avait fait le deal, ça vaudrait... Je n'aime pas du tout penser à ça. Tim Draper garde le sourire. Mais s'il avait investi 115 millions de dollars il y a 6 ans, ses parts de Facebook dépasseraient aujourd'hui le milliard de dollars. Heureusement pour Mark, d'autres investisseurs moins frileux vont parier sur son projet et faire leur fortune en même temps que la sienne. À 21 ans, Mark Zuckerberg commence donc à prendre de l'épaisseur. Grâce à ses nouveaux investisseurs, il déménage, s'agrandit et engage de nombreux salariés. Il y a plein de choses. Nous avons retrouvé ce document amateur. Mark vient d'emménager dans ses nouveaux bureaux où l'ambiance rappelle clairement celle d'un campus étudiant. Nous ne voulions pas de bureau fermé. Nous avons acheté des tables chez Ikea. Nous pensons que ça correspond à notre état d'esprit. Depuis quelques jours, The Facebook est devenu Facebook. Le site est désormais évalué à plus de 100 millions de dollars, mais Mark ne semble pas réaliser qu'il est en train de construire un empire. En short, t-shirt et pieds nus, il répond aux questions, une bière à la main. Je pose ma bière? Non, je vais en parler. On travaille dur ici. Ouais. Je suis ici à Palo Alto, je passe du temps avec Mark Zuckerberg du site facebook.com et nous buvons de la bière parce que... Qu'est-ce qu'on fait? 3 millions d'utilisateurs. 3 millions et en combien de temps? Pas si longtemps. Un peu plus d'1 an. 3 millions d'utilisateurs. C'est beaucoup, non? Je crois. On est content. Mark reste humble face au succès. En réalité, il n'est pas encore satisfait. 3 millions d'utilisateurs, c'est bien, mais pour lui, Facebook n'en est qu'à ses débuts. Nous avons vendu juste assez de pubs et récolté suffisamment de fonds pour agrandir l'équipe et nous faciliter la vie. Et aussi pour faire évoluer le site encore plus vite. En plus, les locaux sont chouettes. 20 salariés en tout et une moyenne d'âge qui ne dépasse pas 25 ans. L'équipe travaille dur, mais le principe est de ne surtout pas se prendre au sérieux. Ici, pas de pause café, mais une pause bière plutôt acrobatique. Dans la culture de la jeune entreprise, se détendre semble aussi important que de travailler. Mais chaque médaille a son revers. Un empire ne se crée pas sans faire de dégâts. Mark Zuckerberg est maintenant un jeune PDG heureux. Il dirige sa société en pleine croissance, boostée par de nouveaux investisseurs et de plus en plus populaire aux États-Unis. Un succès immédiat qui provoque la colère des frères Winklevoss. Souvenez-vous, ces jumeaux pour qui Mark avait commencé à programmer le site Harvard Connection. Pour eux, Facebook n'est qu'un pur plagiat. Ils affirment en avoir la preuve et décident de porter plainte. Nous sommes en septembre 2004 et la guerre entre Mark Zuckerberg et les frères Winklevoss ne fait que commencer. The Facebook existe depuis quelques jours. Son succès est tel que le journal du campus, The Crimson, lui consacre tout un article. Un article qui va faire tomber les jumeaux Winklevoss de leur chaise. Nous avons appris l'existence de The Facebook en lisant le Crimson. Aux premières lignes, nous nous sommes dit « Mais attends, ça ressemble beaucoup à notre projet. C'est le même Mark Zuckerberg? Peut-être qu'il y en a un autre sur le campus. » Mais nous n'avons pas mis longtemps à comprendre que c'était bien celui avec qui nous travaillons et que c'était notre idée. Quand nous avons lu ça dans le journal, nous étions sous le choc, sans voix. Nous ne l'avions pas vu venir. Cela fait 1 an qu'ils se sont rencontrés. Les jumeaux sont toujours convaincus que Mark est en train de programmer leur site Harvard Connection. Pendant 3 mois, ils ne se posent aucune question, confortés par plus de 52 emails échangés avec Mark. C'est un message que Mark nous a envoyé.
Désolé, je dois annuler à la dernière minute pour ce soir. J'ai des devoirs pour mon cours d'informatique. En réalité, Mark fait tout pour éviter les jumeaux. Cette semaine est très chargée pour moi. Je crois que c'est mieux que l'on reporte notre rendez-vous. Je suis aussi très occupé demain. Les frères Winklevoss font totalement confiance à leur nouveau programmeur de talent. Ils ne se doutent de rien, alors qu'au même moment, Mark se consacre entièrement à la création de The Facebook. Était-ce un calcul de Mark Zuckerberg? Pourquoi ne leur a-t-il pas dit qu'il préférait abandonner leur projet? Pour les jumeaux, la réponse est évidente. Il faut être le premier. Et Mark Zuckerberg vous dirait la même chose. C'est la clé. Et c'est pour cette raison qu'il a essayé de gagner du temps avec nous. Pour eux, pas d'hésitation, le plagiat est évident. En septembre 2004, avec leur ami Divan Narendra, les jumeaux portent plainte contre Mark Zuckerberg pour rupture de contrat moral et concurrence frauduleuse. Mark Zuckerberg a-t-il volé l'idée de Facebook? 7 ans plus tard, la question demeure et continue de diviser. Je déteste parler des jumeaux. Je déteste. Je pense que ce sont des crétins qui veulent extorquer Mark. Et honnêtement, ils ne sont pas très intéressants. Mark vous a volé Facebook? Absolument. Facebook, c'était Harvard Connection. Ce site n'a jamais existé avant notre rencontre. Il a plagié notre idée et l'a renommée. À ce moment-là, aucun tribunal n'a encore tranché. En 2008, les jumeaux signent un accord avec Mark et Facebook. Le montant de cet accord amiable est estimé à 31 millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2009, tout bascule. Lui, c'est Nicolas Carlson, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Alors qu'il enquête sur les accusations des jumeaux Winklevoss, il met la main sur des documents très compromettants pour l'empire Zuckerberg. Des messages instantanés vieux de 7 ans qui en disent long sur les vraies motivations de Mark. Les accusations des jumeaux n'ont jamais été aussi crédibles. De sa chambre de dortoir, Mark Zuckerberg discute avec un ami et en voici la preuve. Dans son message, Mark parle d'Harvard Connection comme d'un site de rencontre qui pourrait lui faire de l'ombre. Je pense que Facebook va intéresser beaucoup de monde, à moins qu'il ne sorte en même temps que ce site de rencontre. Dans ce cas-là, les deux vont s'annuler et aucun ne gagnera. Des idées? Il avait un problème moral quant à ce qu'il devait dire aux jumeaux. Il ne travaillait pas du tout pour eux. Mais finalement, il a dit à son ami « Je vais les niquer cette année ». Quelques jours plus tard, alors qu'il a rendez-vous avec eux, il est en mesure de leur dire qu'il travaille sur The Facebook, mais il quitte la réunion, sans leur en avoir parlé. Et un jour, il a lancé The Facebook. Ces messages, Nicolas Carlson les tient d'une source anonyme. Des documents qui ne laissent pas beaucoup de place au doute. Mark Zuckerberg savait exactement ce qu'il faisait avec les jumeaux. Ces messages montrent ses intentions malveillantes, sa préméditation. Il dévoile sa vraie personnalité. Le jour où les jumeaux prennent connaissance de ces messages, ils décident de relancer la procédure contre Mark et Facebook et de les utiliser comme pièce à conviction. Mais ultime déception, en avril 2011, ils sont à nouveau déboutés. Cameron et Tyler Winklevoss continuent de revendiquer la paternité de Facebook et espèrent bien obtenir davantage de parts dans la société. Mais dans la saga Facebook, les jumeaux ne sont pas les seuls à se sentir trahis. Car Mark traîne la réputation d'être sans foi ni loi, notamment lorsqu'il est amené à se séparer de ses collaborateurs. Son ancien ami Eduardo Severin, premier investisseur de Facebook, en a fait les frais. En 2005, un an après la création du site, Mark a fait fondre toutes les parts qu'Eduardo avait dans la société grâce à une ingénieuse augmentation de capital. Du jour au lendemain, l'ami de toujours se retrouve écarté. Mark ne s'est jamais exprimé sur le sujet, mais une fois encore, ce sont ses messages instantanés qui vont le trahir.
Mark et Sean Parker rentraient d'un rendez-vous avec un investisseur potentiel. Et Sean dit, ce type-là, il a essayé de nous avoir. Mark dit alors, j'ai appris quelque chose de cet investisseur et je vais l'appliquer à Eduardo pour le virer en gros. Dans un autre message, Mark est encore plus radical. On va se débarrasser de lui. Et tant pis pour le procès. Le message est clair et plutôt violent, car sans Eduardo Severin, Facebook n'aurait jamais pu voir le jour. Sans état d'âme, Mark écarte son meilleur ami. Il va même supprimer son nom de la liste des cofondateurs de Facebook. Trahi, blessé et foudrage, Eduardo décide de l'attaquer en justice. Mais ce n'est pas tout. Il veut montrer au monde entier le vrai visage de Mark Zuckerberg, et pour cela, il contacte le biographe Ben Mezrich. Nous nous sommes vus pendant 6 mois. Lorsque le pitch de mon livre est sorti sur Internet, cela a provoqué un cataclysme. Et Eduardo a pris peur. Il a compris que cette affaire allait prendre une ampleur incroyable. Et il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me parler. Il a coupé tout contact, plus d'emails, plus de téléphone, rien. Et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles depuis. Du jour au lendemain, Eduardo disparaît des contacts du biographe. En fait, Mark Zuckerberg et Facebook l'ont contacté à l'abri des regards pour négocier son silence. La bataille juridique entre Severin et Zuckerberg s'est soldée par la réapparition du nom d'Eduardo dans la liste des cofondateurs. Il s'est engagé à ne plus parler à la presse et en contrepartie, Eduardo a obtenu des parts de Facebook qui valent aujourd'hui 2,5 milliards de $. Donc ça va pour lui. C'est ici à San Diego que nous allons retrouver Cameron et Tyler Winklevoss. Athlètes de haut niveau, ils s'entraînent en ce moment intensivement pour les JO d'Aviron de 2012 à Londres. Mais il n'en reste pas moins businessman. Cela fait 7 ans qu'ils poursuivent Mark Zuckerberg en justice, 7 ans qu'ils continuent de s'opposer à l'un des hommes les plus puissants de la planète. Alors, dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce que l'affaire Facebook et sa médiatisation ont changé dans leur vie? C'est ce que nous sommes allés leur demander. Comment voyez-vous l'avenir? Nous ne regardons pas beaucoup au-delà de 2012 pour l'instant. Les JO sont notre seule priorité. Seul l'avenir nous dira ce qui se passera. Mais c'est ça qui est excitant. Nous espérons créer une entreprise, mais nous ne savons pas encore dans quel domaine. Êtes-vous sur Facebook? Oui, nous sommes sur Facebook depuis 2008, lorsque nous sommes partis au JO de Pékin. C'était le seul moyen pour nous de rester en contact avec les athlètes des différents pays que nous avons rencontrés. Mais nous n'avons pas de problème avec Facebook. C'est avec Mark Zuckerberg et la façon dont il a agi avec nous. Étant à l'origine de l'idée, il serait impensable que nous ne puissions participer à Facebook. Que pensez-vous de Mark Zuckerberg? C'est un loup habillé en brebis. Malgré l'attitude ou l'image qu'il projette, la réalité est tout autre. J'espère qu'un jour, il aura le courage de faire la paix avec son passé, de grandir en tant qu'homme et de comprendre l'importance de la morale et de l'intégrité. Mark Zuckerberg, une réussite controversée. Au-delà de ses premiers amis et anciens camarades d'université, le jeune patron de Facebook est de plus en plus critiqué par ses utilisateurs. Licenciements, suicides, meurtres, un peu partout dans le monde, des événements plus ou moins dramatiques sont liés à Facebook. En cause, la divulgation d'informations personnelles et privées. Mark Zuckerberg a déjà trahi la confiance de ses utilisateurs, et à plusieurs reprises. Kara Swisher est journaliste. Elle a souvent rencontré le jeune patron et pour elle, Mark sait parfaitement ce qu'il fait. Mais lorsqu'il doit faire face à une situation embarrassante, il a tendance à fuir.
Le problème que j'ai souvent constaté avec Mark, c'est qu'il a du mal à assumer son pouvoir. Il prétend être un salarié normal, mais il n'est pas n'importe qui. Il dirige un réseau de 600 millions de membres. Il dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette histoire sur la vie privée. » Comment ça, il ne sait pas? Il est PDG, c'est lui le boss. Bien évidemment qu'il est au courant. Il gère son entreprise comme un dictateur. Ce que dit Mark, c'est la loi et tout le monde le sait. Il fait un choix radical et puis il dit « Excusez-moi, je ne voulais pas ». Puis il va plus loin. C'est intéressant comme stratégie, car ça marche. Et petit à petit, il finit par obtenir ce qu'il veut. Peu de temps après la création du site, Mark Zuckerberg est au cœur de nombreuses polémiques. Pour y mettre fin, il n'a pas le choix, il doit répondre aux accusations qui pèsent sur lui. Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions « Répondez ! Ce n'est pas ça notre question. » Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kara évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée, pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça.
Rendre le monde plus ouvert et connecté, avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kera gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Ce jour-là, il prend conscience de ses difficultés à communiquer. Il comprend aussi que pour assumer parfaitement son statut de PDG de Facebook, il doit vaincre son anxiété maladive. Mark découvre l'importance de l'image et son douloureux apprentissage ne fait que commencer. Car un film sur l'histoire de Facebook est en préparation, un long métrage qui menace encore plus sa réputation. Voyou, traître, milliardaire, le message est clair. The Social Network promet de révéler au grand public la controverse autour de la création de Facebook. Comme dans cet extrait où Eduardo Severin découvre que Mark l'a écarté de sa société. Mark Zuckerberg y est présenté comme un génie sans vergogne qui n'hésite pas à écraser ses proches pour parvenir à ses fins. Quelques mois avant la sortie du film, Mark et Facebook sont très inquiets. C'était la panique chez Facebook. Au départ, ils s'en sont pris au réalisateur, ce qui était parfait pour la promo du film. Car pour les gens d'Hollywood, il n'y a rien de mieux qu'une controverse pour vendre des places de cinéma. La sortie du film est imminente. Elle risque de salir davantage l'image de Mark Zuckerberg auprès du public. Mark Zuckerberg a dû apprendre à gérer son image, car il est désormais un personnage public connu dans le monde entier et plus rien ne doit être laissé au hasard. Il faut dire que sur lui, on a à peu près tout entendu. Gourou, pingre, voleur. À en croire le film The Social Network, le jeune milliardaire serait presque incapable de mener une vie sociale normale. Mais si Mark Zuckerberg a laissé courir ces rumeurs un certain temps, Facebook pèse aujourd'hui trop lourd pour laisser ces bruits courir. Il a donc fallu réagir et voici comment. Mark est terrorisé à l'idée de parler en public, mais il n'a pas le choix. Pour redorer son blason, il doit retourner sur les plateaux de télévision. Mais cette fois-ci, il veut réussir sa prestation. Alors pendant plusieurs jours, il se prépare auprès de ses conseillers en communication. Et pour son retour sur les plateaux, il ne choisit pas n'importe quelle émission. Dans ce contexte particulièrement tendu, Mark s'invite dans le show le plus regardé des États-Unis, celui d'Oprah Winfrey. Le 24 septembre 2010, Mark Zuckerberg est de retour devant les caméras avec une annonce choc. J'ai promis de créer une fondation pour aider à financer l'éducation publique. Mon premier don sera de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars! Oh là là! Sous les applaudissements du public et devant des dizaines de millions de téléspectateurs, Mark Zuckerberg vient d'annoncer son premier geste en tant que philanthrope, un message qui séduit toute l'Amérique. Mark a promis ce don de 100 millions de dollars aux écoles de Newark la même semaine que la sortie du film. Oprah dit gentiment, Mark voulait annoncer ça plus tard, mais c'est moi qui ai insisté pour que l'annonce soit faite aujourd'hui. Facebook a toujours nié qu'il y avait un lien avec le film, mais la coïncidence est assez marquante. Car ils savent bien que quand Oprah Winfrey vante un livre dans son émission, il devient un best-seller du jour au lendemain. Donc si Oprah invite Mark Zuckerberg et dit qu'il est quelqu'un de bien, tout le monde la croit. Mark a montré qu'il était quelqu'un de bien. Il va maintenant chercher à prouver qu'il est un monsieur tout le monde. Pour la première fois, il va donc ouvrir les portes de sa maison, et ce toujours à Oprah Winfrey. Le matin, à Palo Alto, quand la plupart des gens prennent leur petit déjeuner, le PDG de la société dont la croissance dépasse toutes les autres apprend le chinois. Dans le reportage, on apprend que Mark apprend le chinois en vue de ses prochaines vacances avec sa fiancée Priscilla, qu'il a rencontrée à Harvard. Devant les caméras, il n'hésite pas à s'embrasser. Un couple visiblement amoureux qui vit modestement dans sa maison de location. Avec cette mise en scène, l'homme qui nous pousse à dévoiler nos vies sur Internet espère ne plus jamais avoir à parler de la sienne. Mission impossible. Depuis plusieurs mois, le paparazzi Nick Stern est à ses trousses. Car avec la sortie du film The Social Network, le public veut connaître le moindre détail sur la vie de Mark Zuckerberg. Facebook vient d'annoncer son déménagement prochain. Et Nick veut être le premier à photographier le futur siège du premier réseau social au monde. Oui, c'est la bonne hauteur.
C'est un peu plus grand que ce que j'avais imaginé. C'est tout ce groupement d'immeubles là sur la droite. Rien à voir avec le pavillon de Palo Alto. Ces locaux, estimés à 730 millions de dollars, sont capables d'accueillir 3000 salariés. À quelques kilomètres de là, Nick nous montre le siège actuel de la société, où Mark peut passer jusqu'à 18 heures par jour. Et quelques mètres plus loin, Nick nous indique la maison de Mark. Nous sommes en mars 2011 et pour l'heure, le jeune milliardaire occupe ce pavillon de location. Une simplicité qui agace notre paparazzi. Que pensez-vous d'un homme qui pèse 14 milliards et qui vit toujours dans une maison de location? C'est fou. Un homme avec autant d'argent, on s'imagine qu'il va agir comme un gagnant du loto. Partir pour un week-end de folie, acheter une Ferrari, une maison incroyable, un bateau. Et pourquoi pas se droguer? Et en tant que photographe, dans quelle situation aimeriez-vous le shooter? Ah, le voir dépenser son argent, faire des folies, ça rendrait au moins sa vie plus piquante. Changer de fringues, de voiture, de maison, c'est ce genre d'informations dont raffole le public. Mais pour l'instant, c'est plutôt décevant. La vie privée de Mark a l'air tout à fait normale, peut-être trop. Mark a-t-il quelque chose à cacher? Toujours amateur de révélations, Nick se rend devant l'ancienne maison du PDG, celle qu'il avait ouverte aux équipes de télévision d'Oprah Winfrey. La maison qu'il louait, c'est celle-là, juste à droite. Certains racontent qu'il organisait beaucoup de fêtes, que la police serait venue. C'était le cas ici? Non, je n'ai jamais vu de flic ici. La police vient ici juste pour dresser des contraventions. Un dimanche comme ça, il aurait fait quoi? Je pense qu'il aurait fait les 100 pas dans son jardin. Comment? Il tournait en rond, sûrement en réfléchissant. L'enquête de voisinage n'apporte rien de nouveau. Nick peine à en savoir davantage sur la vie passée de Mark et Facebook ne lui facilite pas les choses. J'ai déjà eu un rendez-vous avec le responsable communication de Facebook il y a quelque temps. Elle m'avait fait venir car elle savait que j'enquêtais sur le passé de Mark Zuckerberg. Donc, elle m'a appelé pour que l'on se rencontre. Le message en gros c'était « Dégage ». Mais il en faut plus au paparazzi pour le décourager. Depuis ce rendez-vous, Nick a continué ses recherches en toute discrétion. Je vais vous conduire à quelques rues d'ici, à l'endroit où Mark vit actuellement avec son amie Priscilla. C'est juste à côté. Et si jusque-là la journée n'avait pas été fructueuse, Nick va cette fois avoir beaucoup de chance. Juste pour vous montrer, c'est la maison avec la voiture argentée dans l'allée. Nous arrivons dessus. Il est là! Un dimanche, à l'heure du déjeuner, Mark Zuckerberg quitte son domicile. Nous a-t-il repéré derrière notre vitre teintée? Pas si sûr. Mais Nick reste très prudent et décide de garer la voiture. Il faut qu'on bouge là, je ne veux pas le perdre. Le paparazzi suit Mark Zuckerberg jusque dans le centre-ville de Palo Alto. Il espère le piéger en flagrant délit de milliardaire. On y va. Raté. C'est le jour du marché, il est 13h, et Mark vient d'acheter un tacos, le sandwich mexicain de base pour les Américains. Notre paparazzi s'accroche, mais la chance a tourné, il ne va plus rien se passer. Car à Palo Alto, Mark Zuckerberg passe complètement inaperçu. Nick Stern peut le constater aujourd'hui encore, fidèle à ses habitudes, Mark se comporte en monsieur tout le monde. La 35e fortune mondiale va même jusqu'à s'asseoir par terre pour déjeuner. Le sujet de notre enquête est à 100 mètres de nous. Nous aimerions l'aborder, mais demain, nous avons rendez-vous au siège de Facebook. Un seul coup de fil de Mark et tout peut être annulé. Nous décidons de le laisser partir. Comme vous venez de le voir, Mark Zuckerberg est devenu bien plus qu'un patron de start-up à succès. Il dirige un empire adulé, envié, controversé et le moindre de ses faits et gestes est décrypté par les médias du monde entier. Mark Zuckerberg vit ici à Palo Alto, près de San Francisco. C'est aussi ici qu'il travaille. Juste derrière moi, le siège de Facebook. Un véritable bunker qui, chose exceptionnelle, a accepté de nous ouvrir ses portes. Alors,
Qui travaille ici? À quoi ressemble l'univers Facebook? Comment 600 millions d'internautes sont reliés sur un seul et même site? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec une petite visite guidée. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Bienvenue chez Facebook. Merci. Bien évidemment, nous aurions voulu rencontrer Mark Zuckerberg. Mais le service communication nous a laissé peu d'espoir. Ce sont eux qui ont choisi nos accompagnateurs pour la journée. L'interview qu'elle est avec Chris Cox, l'un des vice-présidents, se déroule sous haute surveillance. Le service presse nous a même suggéré des questions sur l'avenir d'Internet, par exemple, mais nous abordons un autre thème. J'imagine que vous avez vu le film, The Social Network. Oui, je l'ai vu. Le film est une pure fiction, vous savez. Il y a une ou deux choses de vraies, par exemple les t-shirts de Mark. Pourquoi Mark ne voulait-il pas participer à la préparation du film? Il a déjà passé beaucoup de temps avec David Kirkpatrick, qui a écrit la vraie histoire de Mark Zuckerberg. Nous préférons travailler avec des gens qui s'intéressent à la vérité. Ce n'était pas l'objectif du film. Quel était l'objectif selon vous? Je ne sais pas, vendre des tickets de cinéma. Oui, mais ce sera ma dernière... On arrête de parler du film. La directrice de la communication interrompt l'interview. Une décision sans appel. Ici, le film, The Social Network, est un sujet tabou. Avant de partir visiter les locaux, cette même directrice de la communication va nous demander d'éteindre nos caméras. Toutefois, l'une d'elles tourne encore et enregistre le petit briefing qui va suivre. Il faut briefer vos cadreurs. Si vous voyez Mark, vous êtes autorisé à le filmer s'il passe à côté de nous ou si vous le voyez de loin dans une salle de conférence. Mais n'approchez pas avec votre caméra. Tout est en verre ici. Et si vous faites ça, ce sera un cauchemar pour moi et vous n'allez pas rester très longtemps. Désolé de faire la difficile, mais il est très timide et il se fâchera. C'est Javier Olivan, directeur marketing, qui nous guide lors de notre visite. Et nous commençons par un incontournable. Sur ce mur, chaque personne qui vient ici écrit quelque chose. On a des gens de partout dans le monde. Des stars, George Bush, Kate Perry. Vous vous souvenez où ils ont signé? Je ne sais pas. Ce qu'on peut faire, c'est vous faire signer. Merci. Vous devez mettre votre nom. Laissez votre signature. Et voilà, vous avez écrit votre nom pour la postérité sur le mur de Facebook. C'est dans ces locaux que des ingénieurs assurent le bon fonctionnement du site pour 600 millions d'utilisateurs. Nous pensions voir les serveurs, mais ils ne sont pas ici. Et sans le savoir, nous nous trouvons tout près d'un autre monument, le bureau de Mark. Sur cet étage, nous avons des gens qui travaillent sur... Est-ce qu'on peut s'arrêter une minute? Vous pouvez me dire combien de gens travaillent ici, à cet étage? Dans ce bâtiment, autour de 500. Nous essayons de gagner du temps, car nous venons d'apercevoir Mark Zuckerberg. C'est peut-être notre unique occasion de le filmer, mais seulement de loin. Après la mise en garde, quelques minutes plus tôt, pas question de l'approcher. La visite se poursuit par le pôle téléphonie mobile. Ici, les employés travaillent afin de rendre Facebook accessible sur tous les portables dans le monde. Voici le mur de réflexion des ingénieurs. Et puis la cantine, gratuite pour toute l'équipe. Et une jolie petite terrasse pour permettre aux salariés de travailler en extérieur. À la fin de la visite, nous insistons néanmoins pour filmer Mark de plus près. Et notre interlocutrice nous fait alors une proposition à la limite du ridicule. Je prends l'un des cadreurs, pas les deux, et on va regarder au coin. Et vous pouvez faire un plan. S'il lève la tête ou commence à bouger, nous devrons partir. Ça vous va? Au bout de 3 heures dans les locaux de Facebook, notre visite se termine ainsi. Nous filmons Mark Zuckerberg à travers la vitre de sa salle de conférence. Surprotégé, le patron est tout simplement inaccessible. Il ne nous reste qu'une solution. Nous aimerions interroger Mark car nous avons encore beaucoup de questions à lui poser. Le lendemain matin à 9 h, nous nous rendons devant son domicile. Quelques minutes plus tard, arrive son professeur de chinois et visiblement,
la jeune femme nous a repérés. Et elle n'est pas la seule. Une voiture blindée surveille les allées et venues et alerte Facebook. En quelques minutes, un attaché de presse vient à notre rencontre. C'est un documentaire sur la création de Facebook et... Vous espérez un peu de temps avec lui? Même si c'est juste une seule question. Bon, d'accord. Laissez-moi au moins en parler avec Debbie. Et si on peut l'organiser, nous verrons les détails pour le filmer. On vous appellera d'ici 20 minutes. Nous ne bougeons pas. Et effectivement, le téléphone ne tarde pas à sonner. C'est Debbie, la directrice de la communication de Facebook. Hello? C'est Lorraine? Oui, bonjour Debbie. Vous savez Lorraine, je suis sidérée par votre comportement. Vous avez fait la planque devant la maison de Mark. Je pensais que vous étiez plus professionnel que ça. Sidérée? Nous avons reçu des chaînes du monde entier avec la même pression que vous. Et pas un seul média professionnel a fait la planque devant chez Mark de cette manière. En ce qui concerne notre collaboration sur votre documentaire, on ne peut plus vous faire confiance. Alors, nous ne vous aiderons pas plus. Y compris l'interview avec Matt Kohler. Alors vous allez annuler mon interview de ce matin? Pas de réponse. Matt Kohler est un ancien salarié de Facebook que nous devions interviewer grâce à Debbie. Mon PDG va me faire un deuxième trou du cul. Donc je suis dans la même position que vous. Le service communication de Facebook a bien sa loi et nous venons de la briser. Deuxième appel. Un responsable presse de Facebook à Londres. Palo Alto vient de me dire que vous attendez Mark devant sa maison. Nous ne sommes plus en position de travailler avec vous, car vous ne suivez pas nos règles du jeu. C'est votre décision. Un troisième appel coupe son récit. Sur notre répondeur, le message que l'on attendait. Bonjour Lorraine, c'est Angela du bureau de Matt Kohler. On m'a dit d'annuler notre interview d'aujourd'hui à midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, mais de toute façon, je ne pense pas que ce soit une surprise pour vous. Encore une fois, l'interview de Matt Kohler est annulée. Merci beaucoup, au revoir. Le responsable presse de Facebook Londres nous a parlé de leurs règles. Elles sont drastiques, ce qui explique que l'on voit si peu Mark Zuckerberg dans les médias. Et si les interviews de Mark se font rares, les questions gênantes le sont encore plus. Dernier exemple en date, un reportage diffusé dans le magazine d'investigation le plus réputé des États-Unis, 60 Minutes. La différence avec ses précédentes interventions télévisées est frappante. Mark est à l'aise, il ne transpire plus et répond aux questions avec assurance. Tous les salariés ont vu le film ensemble. En fait, j'ai trouvé l'expérience assez marrante. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'était difficile à regarder pour vous? Ce qui était intéressant, c'est de voir quelles parties étaient vraies et lesquelles étaient fausses. Je pense qu'ils avaient raison sur chaque t-shirt de mon personnage. J'ai effectivement porté tous ces t-shirts. Ils avaient raison sur mes tongs et tout ça. Mais il y avait des points fondamentaux sur lesquels ils se sont trompés. Ils ont fait comme si toute ma motivation pour créer Facebook était de séduire les filles. Ils ont complètement occulté le fait que je sortais avec ma copine actuelle avant Facebook. Vous voyez? Quoi? Redites-moi ça. Votre petite amie actuelle? Vous étiez ensemble à l'époque? Oui, je sortais déjà avec elle avant Facebook. Mark est très à l'aise. Pour vaincre son anxiété, il a adopté la plus simple des techniques, apprendre par cœur. La preuve avec cette conférence qui a lieu quelques mois plus tôt, il déroule la même réponse devant un public conquis. C'est très intéressant de voir quels détails de l'histoire sont vrais. Je pense qu'ils avaient raison sur chaque t-shirt de mon personnage. Apprendre par cœur, le seul moyen pour le jeune surdoué introverti de surmonter sa timidité, sa peur de l'inconnu. Et le résultat est spectaculaire. Mark s'exprime clairement, sereinement, il s'autorise même à plaisanter en public. Dans le film, mon histoire commence par une rupture.
Cette fille n'a jamais existé dans la vraie vie. On m'a déjà quitté, certes, même plusieurs fois. Mark n'abordera pas pour autant les sujets qui fâchent, mais il inspire la sympathie. Et grâce à son aisance, personne ne s'en offusque plus. Merci. Confiant et même drôle, le nouveau Mark a relevé un pari de taille, faire oublier les zones d'ombre de son passé. Récemment, le président des États-Unis Barack Obama lui a même demandé ses suggestions pour aider l'économie américaine à affronter la crise. Il s'est même rendu dans ses locaux pour lancer sa campagne présidentielle. Une reconnaissance, un statut qui ont sans doute donné de nouvelles ambitions au jeune PDG. Il viendrait d'acquérir cette propriété estimée à 7 millions de dollars. Ultime consécration, le jeune milliardaire a été nommé personnalité de l'année par le magazine américain Time. À 27 ans, Mark Zuckerberg est peut-être au sommet de sa gloire. Facebook est aujourd'hui valorisé à 65 milliards de dollars.